Faites entrer le film, épisode 40. Salut les garçons. Salut. Salut. Comment ça va Olivier? Ça écoute, ça va très très bien. J'ai pris ma dose de Xanax avant de regarder ce film que j'ai regardé cette nuit. Et en forme, ça va, je suis content, je suis en week-end. C'est dommage parce que le Xanax, il faut 15 jours pour que ça fasse effet. Mince, Donc tu l'as pris pile au bon moment. zut. Et toi V? Ça va? Bah, sous anxiolytique, mais sinon c'est bon. Eh ben, une belle bande de dépressifs on dirait. Et toi, Kev? Ça va très bien. Très très bien. Bon, vous avez un petit truc pour l'intro du jour? Ben, on peut juste dire qu'on s'est vu hier. Ouais. Pas tous en même temps. Pas tous en même temps, ouais, Non, parce qu'on n'a pas réussi à se capter séparément. tous les trois en même temps. Parce que le point central, c'était encore une fois ma boutique. Mais voilà, vous vous êtes ratés et retrouvés après. Mais ouais, on s'est vu hier vite fait, c'était cool, c'était sympa. C'était très cool. On s'est retrouvés dans un bar avec Vivien. Ouais, pour regarder un match de rugby. Vivien m'a vu dans mon environnement professionnel. Ouais, je t'ai vu mais travailler, mais vraiment. Oui. Genre bosser dur, avoir des responsabilités. Et en fait, ça va. Hein. Bon, après, ça va, tu vois, c'est toi, quoi. Bah oui, moi je suis pareil au travail qu'à l'extérieur. Hein. J'ai pas de filtre, la même pas. Mais voilà, mais c'est génial, ça c'est le... C'est le plus de ta boutique. C'est ce que j'aime bien en effet, la chance que j'ai de pouvoir travailler sans pouvoir forcément porter un masque ou c'est vraiment cool. J'apprécie. En Bref. même temps, t'es obligé, hein, Covid, Oui, évidemment. Covid style. Eh ouais, c'est ça. Et Vivien m'a vu crier devant un match de rugby, donc... Ouais, c'était très marrant. Ce moi, étant donné que je suis pas du tout le rugby, je comprenais pas grand chose, mais c'était fun. Moi, j'ai dit aux gens qui connaissent pas grand-chose au sport et qui vont dans un bar, j'ai dit vous gueulez en même temps que les autres. Quand vous voyez un truc à la télé, vous gueulez. Personne vous jugera parce qu'on est là pour ça. Et bien, on a eu une intro pas éclatée. Une intro pas Mais éclatée. une intro c'est quand ça. même. Ouais, une petite Non, intro ça va. sympa. Ouais, on se prépare pour le film, c'est ça. On est zen. Exactement. Alors, Zen, le film ne l'est pas forcément. Hein, mais, Oh, d'accord. ça dépend. Ça dépend sous quel angle tu le regardes. Oui, voilà, ça va, il y a plein de couleurs. Donc, V, nous t'écoutons. Aujourd'hui, on va suivre un mec qui va s'engouffrer dans une aventure sombre et tortueuse, accompagné de plein de pornos. Notre détective privé ne s'imaginait pas qu'il irait aussi loin. Bienvenue dans 8 mm. Excellent. Excellent. Donc 8 mm, un film sorti en 1999 de 123 minutes, du genre thriller, réalisé par Joel Schumacher, ou Schumacher, comme vous voulez, avec Nicolas Cage, Joaquin Phoenix, James Gandolfini, Peter Stormare, Anthony Hill, Chris Bauer, Maria Carter, Catherine Keener, Amy Morton et Norman Reedus. Oui, j'ai lu toute la fiche de Yeah. Daryl. dans Yeah. Walking Dans Dead parce que Walking juste Dead, dire ouais, Daryl, ouais, je ça sais, fait je sais. bizarre. Il a coûté 40 millions de dollars. Il en a récolté 96 618 000 dollars, mais que 36 millions aux États-Unis. Donc nous pouvons, sans nous avancer, dire que c'est un échec. C'est un échec commercial. Je suis d'accord. C'est ça. Et critique, avouons-le, critique, hein, oui, oui, oui. il s'est fait éclater aussi sur... Bon, Rotten Tomatoes lui donne que 22% d'opinion favorable, Metacritic 19 sur 100. Mais bon, on va rien dire parce que on a vu des films qui avaient des meilleures notes et qui n'étaient pas forcément meilleurs. J'ai plus le nom en tête, mais je sais qu'on en a déjà parlé. Oh oui, on en a déjà parlé. Oui, oui, oui. Ensuite, je crois que j'ai fini ma préparation. Ah non, petite info supplémentaire. En Allemagne, il était interdit au moins de 18 ans. Aux États-Unis, il était restricted, donc interdit au moins de 17 ans. Et en France, il était interdit au moins de 16 ans. Et fun fact, la première fois que je l'ai vu, c'était sur TF1 à 23h, donc en deuxième partie de soirée, parce que les films n'étaient pas autorisés à être diffusés avant. Je l'ai vu au cinéma en Angleterre, parce que je bossais en Angleterre et je vivais en Angleterre à ce moment-là. Voilà. Deuxième fun fact, parce que j'aime bien les fun facts et c'est pas le nom de l'émission, mais j'aime bien quand même. J'avais 3 idées de films pour cet épisode, donc 8 mm, The Fun Game et Nombre 23. Les 3 qui sont réalisés par, par le même réalisateur. Et je trouve ça assez drôle parce que je n'en avais pas conscience avant. Ouais, c'est marrant, tu me l'avais dit, je sais plus quand on s'est vu tous les deux jeudi dernier, je crois, tu m'avais dit ça. Et moi non plus, Ouais. je savais pas, par exemple, que j'avais pas percuté que Schumacher avait réalisé Fun Game. Je savais pour 23, mais je savais pas pour Fun Game, ouais, c'est marrant. Ouais, j'avais pas fait le lien. Et on va donner une dernière petite info sur le film. La musique a été faite par Michael Dana,
et on sait tous qu'il vient de la tribu. Et voilà. Bon, c'est pas tout, c'est pas... Ouais, c'est pas. Voilà, je Hein. sais plus ce que je voulais dire, Ouais. mais moi C'est j'ai pas bien trouvé envie... le Tampax. Ok, j'ai bien envie qu'on s'introduise totalement dans le film avec la première scène narrée par Olive. Oh yeah. Eh bien, le film s'ouvre sur un projecteur de film 8 mm, du coup. Donc, on est exposé juste à la lumière, on n'a aucune image, on voit simplement différents plans de la caméra, en fait, qui va tourner plus ou moins autour de ce vieux projecteur de film. S'ensuit un fondu transition et on va voir apparaître Nicolas Cage qui débarque à Miami. On comprend très rapidement qu'il est en filature. Il va y avoir plusieurs transitions de ce style-là. Il va arriver à l'aéroport, on va sortir de l'aéroport, toujours en train de suivre quelqu'un, on va le comprendre après, jusqu'à arriver sur le strip de Miami en fin de journée. Il prend quelques clichés. Et il rend son contrat, on comprend alors que c'est un privé en fait, et qu'il avait été missionné par le beau-père de la personne qu'il suivait, de l'homme qu'il suivait, pour s'assurer que c'était un gars bien, et en fait, le beau-fils n'est absolument pas un gars bien, puisqu'il fricote. On a l'exposition de notre personnage principal, et c'est la fin de la première scène. Exactement, c'est ça. Donc, voilà, on s'est compris. Qu'avons-nous à dire sur cette scène? Bah, pas grand-chose. Pas grand-chose, hein, elle explique très clairement, on comprend bon, évidemment, on sait que Nicolas Cage est la tête d'affiche du film, hein, c'était l'acteur bankable du moment, en tout cas pour ce film-là, et on comprend très bien ce qu'il fait, même si tu le comprends pas quand il arrive à l'aéroport, mais tu le comprends tout de suite, ne serait-ce que dans les plans de caméra, je pense. Tu vois que au premier plan, il y a la personne qui suit, c'est des jeux de regard de Cage qui se met à courir par moment, on voit bien qu'il est en filature, donc on comprend avant même que ce soit vraiment clairement explicite, on comprend ce qu'il fait. À minima, on sait qu'il suit quelqu'un. Et le fait qu'il rende son contrat avec des clichés, etc., qu'il apporte des preuves après, on comprend que c'est un privé, en fait. Exactement. Et dans la seconde scène, on en apprend un peu plus sur sa vie maritale. Ouais, et je vais avoir des choses à dire sur ça. Après, vu que je pense que tu as un plan, on en parlera au moment adéquat. Je pense. Ouais, j'ai un giga plan. Donc, moi, j'aimerais bien qu'on parle donc du personnage de Nicolas Cage. Enfin, celui qui est montré avant qui récupère donc sa quête du film. Donc comment on le décrit dans la première et surtout dans la seconde scène. C'est vrai qu'il y a une rupture hein, de personnage déjà, donc tu fais bien de dissocier en fait l'avant-acceptation de sa quête, hein, vraiment Oui. du scénario du film, et la façon dont il est présenté quand il rentre chez lui après sa scène d'exposition, donc celle dont je viens de parler. Bah, on peut vraiment dire, il y a donc, comme vous connaissez, un film à 3 actes la plupart du temps. Et là, on peut vraiment dire que Nicolas Cage a 3 visages. Ah oui, tout à fait. Et on va les voir, on va le voir changer tout au long du film. Et là, j'aimerais qu'on parle de son premier visage, donc celui qui est là, quand il était qu'un détective, qu'un privé, qui s'occupait de filatures, de problèmes maritaux et tout ça. Donc, si vous avez des choses à en dire, je vous écoute. Ouais, la première facette en fait de Nicolas Cage, c'est tout simplement donc un détective privé, mais c'est aussi un mari aimant de sa fille, de sa femme. C'est quelqu'un qui a sa vie, qui a ses problèmes. On va apprendre qu'il fume et qu'il le cache. Ouais, c'est un petit filou là-dessus. Hein. Il le cache très mal d'ailleurs. C'est bon, si tu veux cacher que tu fumes pas dans la même maison que tu vis avec ta femme à qui tu le caches, mais bon. Tu laisses pas un sandar avec des mégots, quoi. C'est ça. Mais voilà, c'est quelqu'un d'assez calme, quelqu'un de tendre, qui s'occupe de sa fille, qui s'occupe de sa femme, qui aime les deux tout autant. Et voilà, on va pas en apprendre beaucoup plus en fait. Non, on comprend aussi que Non, il est méthodique, il est très organisé. Ça se sent en fait, il a une vraie structure. On le voit quand il prépare ses affaires pour repartir quelque part. Tout est méticuleusement soigné, classé, etc. Donc il ne laisse pas grand chose au hasard et on va comprendre que c'est un peu un champion dans sa catégorie pour ça. Et tu vois qu'il a une vie à peu près, au-delà de son métier, qui n'est pas un métier évident, il a une vie à peu près rangée en fait et avec une vraie structure familiale, etc. Ça a l'air d'être solide. Oui, totalement. C'est un mec pas lambda, mais c'est un mec standard qui a sa petite maison. Il nous manque juste le chien, quoi. Oui. Pour être l'américain. Et puis c'est décrit plus tard, ça d'ailleurs. Et on va avoir les prémices de son changement quand on va l'appeler. Il va avoir rendez-vous dans un espèce dans un manoir. Dans un manoir, hein. D'une famille qui a l'air très puissante dans le comté.
il va les rencontrer. Il va rencontrer donc un avocat, l'avocat de la famille, et une personne très âgée qui se déplace en fauteuil roulant. Il va être, c'est ça, invité à. Ils vont lui proposer un contrat. Ils vont lui donner une bande, donc un film en 8 mm, et lui demander si tout ce qui se passe sur cette bande est réel. Et moi, j'aimerais que l'un de vous deux nous explique ce qui se passe. Enfin, qu'est-ce qu'il y La a partie sur fun cette. du film, en fait. Voilà, qu'est-ce qu'il y a sur cette bande et surtout la façon dont c'est filmé dans le film. Oui, c'est très intéressant de la façon dont c'est filmé, pour tout de suite rebondir sur ce que tu dis, parce que on va voir très peu d'images de cette bande, et les images qu'on va voir, ce seront régulièrement les mêmes quand il va la revisionner au cours du film, quand il va la re-regarder, parce qu'il va la numériser, etc. On comprend que c'est la torture d'une adolescente. Elle est mineure encore, hein, je crois, avec des sévices sexuels, mais tout ce qui ne peut être montré à l'image va être montré sur le visage de Nicolas Cage, qui va très très mal vivre ce qu'il est en train de voir. Il se cache les yeux, il a des hauts de cœur même en regardant pour la première fois cette bande-là. Donc on comprend à quel point c'est intense, et je trouve que c'est très intéressant de n'avoir à aucun moment montré plus de violence que ce qui nous est proposé à l'écran. On voit juste que la jeune femme est menacée avec un couteau à un moment donné, on lui met 2-3 coups, et tout de suite la caméra se détourne du projecteur pour vraiment être fixée sur Nicolas Cage. Donc on comprend que c'est pas très ragoûtant ce qui est en train de se passer, et c'est intéressant de voir que, encore une fois, ce noyau familial dont on parlait tout à l'heure, ce personnage 1, cette face-là de Nicolas Cage, est vraiment touché et mis à mal par ce qu'il est en train de regarder. C'est exact, mon cher Olive. Oui, parce que je pense aussi qu'il fait il a une sensation, enfin, il fait une projection. Une projection, tout à fait, oui. Il projette de sa fille qui est encore un nourrisson sur cette, adolescente. Enfin, elle est sur la fin de l'adolescence. On doit avoir entre 16 et 18 ans, je crois, dans le film ils disent. Oui, elle était au Donc lycée, elle était jeune. Elle était en second cycle, je crois. Oui. Ce qu'il dit. Donc elle est encore très jeune, et après avoir vu cette bande, il accepte l'affaire, qui est de retrouver cette jeune fille, cette demoiselle, et savoir si oui ou non tout ça était réel ou pas. Ouais, pour apporter juste un peu de contexte, encore une fois, la personne qui le missionne, c'est la veuve. C'est une veuve, son mari, comme tu avais dit, était quelqu'un de très puissant, un chef d'entreprise, etc. Et à son décès, ils ont ouvert le coffre qui était dans son bureau, et dans ce coffre, il y avait entre autres cette bande 8 mm. Et en la visionnant, alors que c'était une personnalité qui était toujours, apparemment, hein, c'est comme ça que le décrit sa femme, une personne droite, qui a une bonne image et une bonne réputation, là d'un seul coup trouver ça dans son coffre, ça fait moyen bof, quoi. Et du coup, la femme, moyen bof, ouais. Et du coup, cette vieille dame, cette veuve, ne veut pas croire que son mari puisse impliquer là-dedans, et aimerait comprendre pourquoi il y a cette bande, et demande à Nicolas Cage de lui apporter la meilleure preuve possible, donc que la jeune fille qui est sur les images soit bel et bien encore vivante. Et de rester discret. Évidemment. Et là commence la recherche. Oui. Je trouve que cette phase du film, donc, qui va durer plus d'1 heure, 1h20 je crois. C'est tout l'acte 2 en fait. Hein. Tout l'acte 2 est là. Et je trouve c'est l'acte 2 excessivement bien. Non, c'est pas redondant, malgré le fait qu'on suive toujours la même mécanique. Hein. Il va fouiner, enquêter, trouver un indice, et puis qui va l'emmener dans les endroits les plus crades. Mais ce qui est pas mal, c'est qu'il change d'environnement. Il avance dans sa quête, on le voit un peu galérer, mais on le voit aussi qu'il est très très bon dans ce qu'il fait. Oui, il change son attitude aussi, il sait s'adapter, c'est un caméléon en fait le gars, il s'adapte, son style vestimentaire, ses accents aussi vont changer, son nom évidemment, il va utiliser plein d'alias selon là où il va, pour se mélanger le plus possible, ou vraiment incarner le personnage qu'il est censé incarner à ce moment-là, selon les interlocuteurs à qui il va s'adresser. C'est plutôt bien fait. Et on sent que c'est un gars qui est, quand il accepte un contrat, il va aller jusqu'au bout. Je sais pas si c'est une fierté personnelle ou quoi, mais il s'engage à aller jusqu'au bout, parce que ne serait-ce que la première phase de recherche est de retrouver qui est cette personne, enfin qui était la jeune fille, la jeune femme de la vidéo. Et il va commencer à aller faire des recherches dans les... je sais pas si c'était pas vraiment un commissariat, mais c'était... non, c'est un truc, un bureau administratif qui recense tous les portés disparus. C'est ça, une bibliothèque de portées disparues.
C'est étonnant, mais c'est possible. Où il y a une partie qui est informatisée, mais c'est l'informatique des années 90. Donc, c'est pas l'informatique de maintenant où tu marques les yeux bleus. bip, 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 bip. Pardon. Ah, le morse le morse. intergalactique arrive. Ouais, c'est ça. Et, mais, et on se rend compte que l'informatique fait pas tout, donc il va falloir chercher les petits papiers à la main. Fallait mettre les mains dans la merde encore à cette époque-là. Fallait y aller. Ouais. Quoi. Si tu voulais vraiment mener à bien et ne pas abandonner quelque chose, fallait pas hésiter à mettre les mains dans le cambouis. Je crois que Vivien voulait dire quelque chose aussi et qu'on l'a coupé. Ah excuse-moi, oui, ça pardon, Vivien. Ouais, il y a 5 minutes à peu près. Non, c'était juste quand on parlait de la séquence, enfin de toute tout ce moment de recherche, toute cette zone de recherche. On a un rythme qui est assez particulier parce que c'est un rythme qui va jamais nous lâcher et en fait qui va faire en sorte qu'on ait des hauts, des bas, un peu quelques petites longueurs pour nous garder quand même attentifs. Et à chaque fois qu'il y aura une petite longueur, à chaque fois le personnage va trouver quelque chose et ça va nous relancer sur une nouvelle piste. Et nous, en tant que spectateurs, je trouve qu'on ressent bien ça dans le rythme Oui. Je suis assez d'accord. Moi, les moments de longueur, c'est surtout parce que là où j'ai trouvé ça long mais intéressant, c'est à chaque fois, il passe 2 fois ou 3 fois chez la mère de la portée disparue, hein, celle qui est sur la piste de vidéo. Et c'est des moments très calmes parce que déjà, il est obligé d'adopter un ton où voilà, il utilise un alias, encore une fois, et il y va pour essayer de glaner des informations. Et on comprend que la mère de cette jeune fille, qui s'appelle Marianne, n'a jamais accepté. Pour elle, sa fille n'est pas morte, elle est juste portée disparue. Et il va avoir beaucoup de mal aussi tout du long de l'intrigue. Est-ce qu'il va lui dire, quand il saura la vérité, est-ce qu'il va le lui dire ou pas à sa mère? C'est des moments qui sont plutôt calmes, hein, mais on passe presque à la limite dans un format, c'est très dramatique en fait à ce moment-là. Il y a beaucoup d'intensité en termes de jeu, et ça se ressent aussi dans la réalisation d'ailleurs. Je suis d'accord. Et il trouve Mary-Ann Matthews, disparue en 93, qui avait 16 ans. Donc il a réussi à mettre un nom sur le visage. sur le visage de cette jeune demoiselle. Donc oui, comme tu dis, il va rencontrer sa mère plusieurs fois. Elle, on sent qu'elle recherche enfin, presque du réconfort parce que depuis que sa fille a disparu, sa vie est un enfer, hein, disons-le franchement. Ah oui. Et lui, vraiment met vraiment une barrière entre... Dans toutes ses relations, il va mettre une barrière. Ça se sent quand il vient la voir Oui. pour la 2e fois. Elle est en train de préparer à manger. Tu sens qu'elle s'est apprêtée un petit peu. Tu vois, elle porte une jupe au-dessus du genou. Elle est plus apprêtée que la première fois où il la prend à défaut. En fait, la première fois qu'il vient la visiter, elle est limite en robe de chambre. Voilà, elle n'est pas apprêtée du tout. Et quand il revient la voir, c'était prévu qu'il revienne la voir. Elle est apprêtée. Elle est en train de faire à manger. Elle insiste un peu pour est-ce que vous voulez pas rester manger. Tu sens qu'elle a envie déjà d'une présence peut-être masculine, tout simplement, parce que c'est un désert affectif dans sa vie. Ça, c'est pas dit, mais c'est clairement montré par les intentions de réalisation. Et c'est intéressant de voir là, pour mettre en avant ce que tu disais, que oui, il met une barrière. Et on a bien compris que elle aurait bien aimé qu'il reste un peu pour dîner, etc. Et que lui, non, va refuser parce qu'il est pas là pour ça, de fait. Exactement. Et il retrouve le père du petit ami Le petit ami, l'ex-petit ami, le camembert. Le journal intime de la gamine dans les chiottes. C'était pas une personne, c'était un objet. Mince, c'était mon Oui. 2e choix. Tu l'avais sur le bout de la langue, je le sais. Ouais. Et il trouve ce journal intime, il le cache à sa mère. Alors il le trouve chez Pas elle. la sienne. Il le trouve chez Oui. elle, chez la il maman le trouve dans les chiottes. de Marianne. Et il le trouve dans les chiottes qui étaient juste apposées à la chambre de Marianne. Et il lui dit pas, parce que bon, il vaut mieux pas qu'elle sache tout. Hein. Il trouve là-dessus, comme vous l'avez dit, les coordonnées du père du petit copain dont elle parlait. Il va le voir en prison parce qu'il est en tôle. Et on parle de Daryl. C'est ça. Qui a un tout petit rôle, hein, d'ailleurs. Oui, un tout petit rôle. il lave le sol, quoi. C'est ça. L'info qu'il va réussir à en tirer, c'est qu'elle est partie pour Hollywood. Pour devenir une grande actrice. Ouais. Alors ça, quand un film commence par il faut que j'aille à Hollywood pour devenir une grande... ça finit jamais bien. Non, il y a qu'à voir Scream 3, hein, ça s'est pas bien terminé pour la mère de Neve Campbell. Enfin, dès que quelque chose touche à Neve Campbell, ça finit jamais bien non plus. C'est pas faux, c'est pas faux. Et là, direction Hollywood. Et comme on avait parlé, je crois, dans Attraper l'espadon, on est à Hollywood.
les teintes changent Donc il fait orange. et on met ce petit filtre orange C'est ça. pour bien faire comprendre que c'est bon. Californie. Et alors moi, il y a des trucs. Moi, je trouve qu'il gère très bien la nuit. Il y a beaucoup de scènes de nuit qui se passent dans différents états, etc. C'est globalement très bien fait. Il n'y a pas spécialement de nuit bleue, surtout la dernière nuit où il retrouve des gens. Il n'y a pas trop de nuit bleue, mais à un moment donné, Nicolas Cage rentre chez lui entre deux. Et il va voir sa fille, il la prend fort dans ses bras, et putain, tu sens que ça a été tourné en studio. T'as une fenêtre avec certainement un décor de studio derrière, et donc juste un arbre, une connerie comme ça. Putain, c'est bleu, mais bleu nucléaire le truc. Mince, ils étaient bien arrivés jusqu'ici, zut. C'est dommage. Et là, on va faire la rencontre du deuxième personnage, enfin, le premier rôle secondaire, on va dire, qui est Max California, interprété par Joaquin Phoenix. Le nom est génial. Bah, il aurait été, ça aurait été moins C'est moins un cool dans. surnom à la base. mais- Il aurait été dans le Kentucky, ça aurait été Mac Kentucky. Ouais, Tu sais, KFC il quoi. y a Ça moins aurait pas été de. Max déjà, Ouais. ça aurait été autre chose. Mais... Ouais, ça aurait été Médor. Et D'accord. non, c'est le nom du chien qui donne après. Parlons de ce Max. Bah, ça va devenir son indique très rapidement en fait. Ouais, mais moi j'aimerais qu'on en parle. Enfin, pas de sa. Enfin, autre que sa fonction, c'est sa représentation dont j'aimerais qu'on parle. Imaginez-vous en Floride ou en Californie. Ok, attends, Euh, je ferme les yeux et je m'imagine. Vas-y, imagine-toi en Floride ou Californie. Il fait orange, il fait chaud. Tu entres dans un magasin de revues pornographiques et de sex shop, tout ça. Je vais pas trop là-dedans, mais ok, vas-y. Pour l'imagination, Vas-y. Moi, je vois très bien. Vierge. Vas-y, c'est bon, je suis dedans. Je vois. J'ai passé le rideau. Et là, à la caisse, le vendeur, c'est petit gars à cheveux bleus avec du gel, crop top, qui lit des revues porno. c'est Là, Tu le commode. vois? C'est pas très commode. hein. Ouais, ou c'est C'est pas Joker. très commode. Non, c'est normal, c'est une caisse, donc c'est Joker. Ah, c'est marrant, c'est commode Joker, parce que du coup, vous avez préparé ça tous les deux avant de... On ne prépare jamais rien. Non. À part la blague sur Dana, parce que bon, je me suis dit, il fallait quand même la Ah, elle travailler. était bien celle-là, la tribu de Dana, Ouais, c'est vrai. ouais. Bravo. Imaginez Joachim Félix, je sais pas trop comment Joaquin. on dit ça. Joaquin. Imaginez Joachim Félix, Félix, les cheveux rasés, mais avec du coup une coupe en pique, avec du gel, un peu teinture bleue. Ouais, c'est Joaquin Euh, Phoenix en, crop en cosplay de top au Sonic, corps. du coup. Ouais, c'est ça. Crop top au corps, genre un truc hyper moulant. Et bah voilà, c'est tout. Bah vous avez Joachim Phoenix dans le truc, je sais pas comment vous le décrire mieux. C'est un archétype du vendeur de revues de pornographiques un peu efféminé. C'est ça, il a par des manières en excellence, fait. Il a pas mal, il est assez maniéré dans son attitude. Il est très désinvolte en fait. Le personnage est très très désinvolte, complètement blasé de là où il est et de ce qu'il voit ou de ce qu'il fréquente au quotidien. Et il va Ouais. permettre à Nicolas Cage d'avancer un petit peu plus, voire même à un moment donné beaucoup plus, puisqu'il va l'emmener dans des endroits où on peut trouver, louer, acheter des vidéos qu'on ne peut même pas trouver dans des sex shops, on va dire, classiques, où on n'aura pas de trucs interdits par la loi. Ouais, des trucs un peu plus underground. Oui, bon, alors C'est- ça c'est se résume ça, à ça. du BDSM un peu extrême et ce genre de choses, mais voilà, c'est du film, c'est de l'amateur. Ça me fait beaucoup penser. Alors attendez si je me trompe, ça me fait beaucoup penser à un personnage dans Stay Alive, je crois. Je crois que tu allais dire Jackie et Michel, mais non, pas du tout. Non. Un personnage dans Stay Alive, le vendeur de jeux vidéo dans le film Stay Alive. Ouais. Ouais, oui, mais en moins. Enfin, le cliché, je trouve que le cliché. Enfin, je suis déjà rentré dans des sex shops. Ce genre de personne n'existe pas. Hein. J'en ai jamais vu. Ça n'existe pas. Et des vendeurs de jeux vidéo comme il y a dans Staying Alive. Le lien de la vidéo de Karim Debache en description en haut à droite, Kevin. Là, Voilà, bravo, Ouais. bravo du premier coup. Premier coup, hein. du Sans premier coup. hésitation en plus. Et ouais, je suis comme ça. Moi. Et c'est pareil, des vendeurs comme ça de jeux vidéo à ce point cliché et dégradant pour et le métier et toute la base un peu nerd, geek, etc. Ça n'existe pas dans la vraie vie. La lecture du personnage de Joaquin Phoenix, moi je l'ai vraiment comme ce mec à la base, c'est un rocker. Il veut percer dans la musique. Bon, il n'y arrive pas parce qu'à Hollywood on perce pas tout ça. Il est dans un rôle ultra poussé pour faire plaisir sûrement à une partie de la clientèle. Parce que voilà, moi c'est comme ça que je le ressens. C'est le mec, il a vu des trucs parce qu'il va nous les montrer juste après.
Mais vraiment, il est blasé de son personnage, mais il joue un personnage. Oui, oui, tout à Bah, fait. c'est Il, ce en- qu'il dit, il- il d'ailleurs. le dit d'ailleurs, hein. Il le dit. Oui. Il n'est pas vraiment comme ça, mais si ça peut servir son but premier qui est de devenir rocker, par exemple, il le fera. L'important, enfin, c'est alimentaire presque. Et puis, quand tu as touché à ce genre de médias un peu, c'est très humain. Ce qu'avait dit Vivien dans une vidéo une fois, c'est dans ça, je crois que t'en parlais, Vivien. C'est très, très humain de ne pas vouloir regarder ce genre de contenu, mais finalement, ouais, tu vas regarder d'un œil de loin, comme ça, juste pour te dire, bon, Ouais, on est toujours attiré par ça. oui. Et donc là, il va avoir une petite discussion avec Max. Donc, pour savoir s'il peut avoir accès à des trucs un peu plus illégaux, enfin un peu pas dans le comment on va dire ça, pas dans le marché standard. Et là, on va voir un premier truc qui va faire tourner le film d'une autre façon, c'est qu'on voit quelqu'un qui observe Nicolas Cage et Max en train de discuter. C'est ça, on va être introduit pour la première fois un personnage spectateur. À la Comme nous. nuque d'un personnage qui regarde. Ouais, mais ça, je trouve ça ultra dommage. Ça servait pas à grand chose en fait, je suis Pour complètement moi, d'accord. ça casse un peu le truc. Ça veut dire que Cage fait son enquête, mais qu'il soit enfin pas aussitôt, mais dans son enquête, qu'il soit déjà pourchassé par quelqu'un, c'est que tu sens que les ficelles. Enfin, voilà, il y a une taupe quelque part, et tu sais direct qui c'est, quoi. C'est t'as pas le truc de te dire, parce que à ce moment-là, il a même pas commencé à être, voilà. Il n'a pas été dans les marchés noirs encore. Non, mais il a été à Los Angeles. Donc il n'a pas posé de questions encore très... Enfin, il n'a pas encore fait de recherche intensive sur le média. Et je trouve ça dommage que ça arrive déjà. Et on va voir donc cette nuque trois fois, je crois. Ouais, je crois que c'est 3 Oh. fois que ça apparaît. Et en plus, quand tu maîtrises un peu les codes du cinéma, vu que le film il est bon, assez conventionnel dans son déroulé, tu sais forcément que c'est quelqu'un que tu as déjà vu. On va pas t'introduire encore un autre personnage qui le suit de loin, qu'on n'aurait pas pu voir depuis le début du film. Et en vrai, en tout et pour tout, à ce moment du film, il a eu des interactions avec 5 personnes. Sa femme, la vieille dame qui lui donne son contrat, l'avocat de la famille, la mère de la gamine disparue et Max. Et une seule de ces personnes porte des lunettes. Ben oui, et vu qu'on voit les branches de lunettes, on sait donc. Que c'est la vieille grand-mère, exactement. Et qui se déplace en fautail roulant, donc difficile de faire une filature, mais toujours la première. On la voit marcher. Oui, on la voit Aussi un marcher. moment, On la Oui. voit marcher quand Enfin, elle est 3 au bord pas. de la- 3 pas, mais voilà. Mais et là, je trouve ça dommage parce que le soufflet qui prenait bien, enfin pour ma part, j'étais vraiment dedans. Je suivais l'enquête. Et le fait qu'on voit ça, je me dis, oh non. Bah, on tombe un peu dans le côté, lui a un objectif, etc. Mais tu sais, il y a encore un groupuscule derrière qui potentiellement pourrait contrôler tout ça encore un peu plus de loin. On va éviter cet écueil-là quand même. Ça va rester dans un. Là, il n'y a pas de groupuscule, mais ça fait cliché en fait, et du coup, ça casse un peu ce qui avait été mis en place jusqu'ici dans le film, je trouve. Exactement. Alors, pour continuer un peu, on va pour une fois n'est pas coutume, même si souvent, on va faire vraiment le déroulé parce que je pense que pour ce film, on peut pas non plus complètement l'éclater. Non, on peut pas vraiment l'éclater. Donc, Ouais, c'est vrai. On peut. Il va avec Max aller dans des marchés noirs. Alors, c'est des trucs très comment dire, très caricaturaux. C'est des trucs que on te parle, on te dit, hey, t'imagines un marché noir où il y a des trucs un peu illégaux sur tu sais, sur du porn et tout. Et dans ta tête, ça va être, ouais, genre vraiment des trucs sales dans des vieux immeubles ou dans des caves. Et t'as ça. Et on a exactement ça en fait. Et d'un seul coup, dès qu'il rentre dans ce genre de marché, donc complètement de marché noir, hein, vraiment, il va en visiter quelques-uns qui vont chacun avoir leurs caractéristiques, mais globalement ça va être la même chose. Ça va aller à chaque fois de mal en pire. Hein. Le premier te met déjà un peu mal à l'aise parce que bon, personne n'a une gueule de porte-bonheur là-dedans. Et plus il va aller dans des marchés noirs comme ça, plus on va descendre dans les bas-fonds des déviances sexuelles. Et Ouais. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'à chaque fois qu'on a ces scènes dans un marché noir, peu importe le marché noir hein, qui est montré à l'écran, il y a un truc qui fait très Fincher, qu'on n'a pas trop dans le film avant,
mais c'est les teintes adoptées. Il fait vert. Il fait vert, Il il fait fait vert. vert et ça suinte un peu. Ça ressemble un peu à la maison abandonnée où vit Tyler Durden, tu sais, dans Fight Club. Ouais. Il y a le Fincher de Seven, le Fincher de Fight Club, le Fincher de Panic Room aussi. On retrouve ce côté un peu cradingue. Moi, ça m'a vraiment fait penser à Fincher dans ces trois scènes-là, dans ces trois marchés-là en fait. Ouais, bah c'est vrai, Oui, c'est vrai. Et très. puis, même on va dire comment dire, le message du film qui est assez dur, même s'il est beaucoup plus ancré au réel, on va dire que Seven par exemple. Euh, c'est un message enfin, que tu peux reconnaître justement dans les films de Fincher. 8 mm pour moi c'est un sous-Seven, c'est-à-dire qu'il emprunte beaucoup à Seven, c'est une narration d'une enquête policière de très loin, ça reste une enquête en fait, mais ça reste moins bien pour moi qu'un Seven, mais voilà, il y a plein de trucs qui vont te rappeler un peu cette ambiance qui est cette espèce de pathos en fait que tu retrouves dans toute la réal de Fincher. C'est intéressant, j'ai bien aimé en tout cas ces passages-là. Et puis bon, après, toutes les personnes que tu rencontres sont vraiment des caricatures de déviants, quoi. Ouais. Mais c'est un peu normal parce que là on compare à Seven, on a comparé vite fait l'imagerie à l'imagerie dans Fight Club, mais tous ces films peuvent, enfin surtout Seven en l'occurrence, sont considérés, donc c'est des films noirs, hein, on a déjà expliqué ça, et ce film-là, 8 mm, en fait partie. Et les films noirs dans les années 90, jusqu'au début des années 2000, c'était ça, c'était des trucs un peu qui suintaient, qui se passaient aux États-Unis, qui étaient sales, et j'ai envie de dire c'était la norme en fait. Oui, il est très codifié. Et il fallait emmener en fait le spectateur dans des terrains un peu nouveaux ou des choses comme le snuff movie. Le snuff movie, voilà, c'est une tendance peu de gens, enfin voilà, j'en parle à mes parents de snuff movie, je pense qu'ils ne savent même pas ce que c'est, tu vois. Donc on allait sur un terrain qui parlait peut-être à quelques personnes, et c'était intéressant d'aller voir, d'aller gratter un peu. Et dans tous les films de ce type-là, de ce créneau-là, 90 jusqu'au début 2000, parlaient de sujets qui pouvaient forcément être déviants, pas forcément sexuellement, mais globalement il y avait énormément de déviants en fait, et Seven en est une très belle illustration du sociopathe, psychopathe qui est complètement déréglé socialement et donc déviant par nature. Je suis d'accord. Allez voir donc Seven. On a déjà enregistré un épisode dessus. Voilà, donc l'affiche sera juste l'affiche sera là. non, ouais, non, non, non. Si, je l'ai mis au même endroit que tout à l'heure. Donc, quand même. Oui, mais là on a inversé l'image. On a inversé Ah, le fond noir, après là. aussi, si vous faites des blagues, Eh les bah, gars. Si on inverse le fond noir du son, et bah ça change. Hein. Faut que tu le dises dans l'oreillette droite. Donc en tout cas, voilà, retrouvez-le en fiche si j'y pense. Oui, c'est déjà pas mal. Ou sinon, vous tapez Felf 7 et vous le trouverez. Hein. Vous pouvez retrouver dans la playlist Felf saison 1 ou Felf l'intégrale. Vous savez ce qui me manque un peu quand ils descendent dans les marchés noirs, Dans les bas-fonds. Ils en trouvent un que c'est un peu mexicain, colombien, enfin tu sais, c'est un peu Ouais, hispanique. et les mecs s'énervent quand l'autre il dit vous avez des snuffs. Il fait oh cabrón de puta de madre, una cerveza por favor. Eh ben, il manquait plus qu'un Dandy Trevo en fait. Il manquait que ça pour que vraiment on ait l'intégralité de l'archétype un peu cliché. Il manquait que ça. Ouais, et puis dans le truc BDSM, j'aurais beaucoup aimé. Comment il s'appelle Ron Perlman. Ron Perlman, ouais. Ah oui. Je pense que ça aurait été excellentissime. Mais c'est pareil. Il y a donc, il va dans le truc un peu, ouais, comme tu dis, latino. Il va dans un autre truc ultra BDSM. Où pour bien te faire comprendre, il y a des lanières en cuir partout, même sur les murs, hein, si t'avais pas compris le concept. Alors là, j'avoue, ça m'a un petit peu énervé. Parce que, bon, je vais pas faire étalage de ma vie, mais j'ai eu 20 ans, et le BDSM, c'est quelque chose que je connais un peu. Mais évidemment, il faut expliquer aux gens, c'est limpide pour le spectateur, du cuir, des lanières, des machins. Tu comprends que oui, d'accord, tu vois les déviances. Je comprends pourquoi c'est fait là. C'est utilisé, mais putain, c'est mais c'est tellement pas que ultra ça. caricatural. Oui, tout et à fait, exprès. tout à fait. Non mais on s'en fout de. Enfin, on pourrait faire le même remarque sur 50 Shades of Grey. Parce que parle voilà, pas de ce film. c'est parce que ta gueule et Très très bien. J'aime ce moment. Le J'aime ce qui se passe. bon, on craque. Ça y est, normal, non, ce mais c'est film trop de tension. a trop de pression sur nous. Je veux dire, est-ce que
est-ce que le podcast renaîtrait de ses cendres tel un phénix? Joachim, Je suis là, je suis pas vraiment fan de celle-là, mais bon, elle est sortie toute seule. Des fois, Ah. mon cerveau ne réfléchit pas assez vite que ma bouche, qui ne réfléchit pas en fait, qui déblatère des conneries. Alors, pour revenir au truc, Ton c'est ultra. cerveau réfléchit pas assez vite que ta bouche. Donc, Pas français. bon, recadrons-nous dans l'écran du 8 mm. Et là, moi, il y a un personnage qu'on voit l'espace de 2 secondes quand il va dans le 3e marché noir, celui où vraiment t'as l'impression que c'est une cave, où il a plu, oui. parce qu'il y a des cassettes, et là t'as un mec sur une estrade. Il est assis avec son. T'as l'impression qu'il joue aux échecs tout seul. Et l'autre il arrive, il y a 2 Aux cassettes échecs par. avec des cartes, oui. Ouais, bah Oui. oui, c'est pareil. C'est un nouveau jeu, ok. Tu connais pas tous les jeux du monde, ok. Et là, il arrive, il y a 2 cassettes et l'autre limite l'envoie chier. Mais vraiment, on pouvait faire plus caricatural que ça. Bah oui, regarde, ils t'ont mis un petit pédophile dans le coin avec son grand manteau et ses lunettes rondes. Non, mais ça, est-ce que c'est vraiment une caricature? Et là, où j'en parlais au début de l'épisode, où on voit l'évolution de la psyché du personnage de Nicolas, il va y avoir un truc où je me suis dit, ok, donc ouais, il a vraiment vrillé, il est ultra focus sur sa mission, c'est qu'il va être dans sa... C'est quand ils vont être à New York, parce que oui, ils partent à New York parce qu'ils vont rencontrer, mais on en parlera juste après, parce que voilà. Il va regarder un écran, donc avec des films plus ou moins hardcore, on va dire, mais très très proche de l'écran. Le mec, limite, il a le visage collé au truc et il fait ok, je vais vraiment regarder tous les détails. Se concentrer sur l'écran, ça lui a permis plutôt dans le film de repérer un tierce personnage dans le snuff movie. Oui. Mais ce qui est très drôle aussi, c'est que quand on voit la première fois où il voit donc la vidéo, il est très mal. Ça se voit à son visage. Il fait du Nicolas Cage, quoi. Donc toutes ses expressions sont poussées. Surjoué, oui. Et des fois, il est au bout d'un moment, on va le voir assis dans ce truc avec en fond le film. Mais ça va. Ah, il est C'est posé bon. pépouze, Non. bière, cigarette. Ah mince, j'ai oublié d'appeler ma femme. Attends, En slip, attends, en slip. je rembobine Et, parce que c'est fou quand même. Tout ça, ça rentre. Bah mince alors. Et voilà, mais oui, et j'aimerais beaucoup, et vu que c'est moi qui commande, on va le faire, qu'on parle de Velvet, qui est un réalisateur de films BDSM. Olivier, tu confirmes? Non, je confirme pas, mais oui, pour le film, il fait des films BDSM, oui, tout à fait. D'accord, c'est bon. Avec un acteur qui a un tatouage sur la main, Ah, ah. qui n'est autre que, La machine. qui est donc la personne qui a tué la gamine. Qui est trop mignon en vrai, il ressemble à un doudou. À force de regarder la vidéo, la bande 8 mm, et de glaner des indices, il s'est rendu compte que un des intervenants, un des tueurs, hein, du coup, avait un pentagramme gravé, tatoué sur la main. Et à force de bouffer de la cassette, parce que le DVD n'existait pas encore, mes bons amis, il s'est rendu compte que, clac, il y avait aussi, il retrouve The Machine qui a un tatouage sur la main, le tatouage identique. C'est en arrivant chez Velvet ou il l'avait retrouvé avant déjà, je me souviens plus. Il l'a retrouvé avant parce que c'est en voyant une vidéo Ouais, donc, exact, tout à fait, Velvet, ouais. il voit la même gueule, le même masque en cuir et ce tatouage. Et c'est là où il décide de rencontrer Velvet. Tout à l'heure, tu parlais de bouffer de la cassette, alors faut faire attention, faut bien le faire cuire et enlever tous les os avant. Évidemment, non, ça va de soi. Alors Velvet, faut savoir qu'il est interprété par Peter Stormare. C'est un comédien dont on a déjà parlé et que vous connaissez puisqu'il a joué dans Prison Break. C'était le... J'ai pas le temps, Voilà. mon esprit est C'était un petit peu le mafieux de la prison. Je crois qu'il fait que la saison 1 parce qu'il meurt, il me semble, dans la Ouais, il saison se fait buter par les flics quand ils sont sortis. Et il joue aussi dans American God. 1, qui est une Mais série dans un film très dont on sympa. a déjà parlé, il joue dans Constantine et à il fait. joue Le diable. Le diable, quoi, tout simplement. Comment il s'appelle? Satan. Donc, il joue le diable. Comment s'appelle-t-il? Satan, aka Lucifer. Vraiment, t'as hésité là-dessus? Ouais, et parce que il a d'autres noms. Oui. Il a plein de noms. Méphistophéles, L'étoile du matin, tout ça.
cet acteur, on est d'accord, il pète quand même assez le charisme. Oui, il a une gueule. Vraiment, c'est un comédien à gueule qui a jamais eu de premier rôle, vraiment. Je crois que c'est un peu un Non. second couteau. Mais il pète le charisme avec un peignoir, et ça, c'est beau. Et une panstache d'anthologie. Ah mais lui pour le coup il l'a toujours eu ça et sa coupe de enfin ses cheveux mi-longs alors qu'il a une calvitie, c'est magique quoi. Ce personnage moi je l'adore. Enfin il dégage un truc qui fait que tu le fais toujours jouer un enculé enfin un Oui, enfoiré, dans tous les cas. globalement, Donc, oui. globalement tu vas pas le voir quand t'as un problème et c'est pas lui qui va te résoudre les problèmes. Mais il rencontre donc Dino Velvet. Eh ben moi je vais t'en parler de Dino Velvet. Je vais t'en parler. Je Ouais, vais t'en parler de parle-en Dino moi Velvet. Olivier, vas-y, Vas-y, parle-en moi parle-nous-en, Olivier, Olivier. vas-y, ok. Défends-toi. Ouais, monte sur parle. tes grands chevaux. Prouve que tu es fort. Vas-y. Personne te retiendra. Ouais. Donc Olivier, Oui, alors on va parler du personnage fonction psychotique caricaturale à l'extrême, donc Dino Velvet. je trouve que tu es un peu dans le vrai. Quand même. Ouais, je suis encore en dessous. Je suis encore en dessous. Je veux dire, la première fois qu'il reçoit Nicolas Cage et Max, c'est dans son chez lui un peu avec une. C'est dans du verre. Avec un canapé en forme de dans son bureau, c'est ça, canapé zébré, des photos dégueulasses partout. C'est ça. Encore une fois, ça suinte, mais ça suinte pas à la Fincher là, ça suinte à la surexposition. Il y a trop de lumière dans son bureau. Non mais oui, puis c'est vraiment tu vois ce personnage que tu vas rencontrer, il a un problème Oui, clairement. parce que regarde là et là, tu vas voir. Bah oui, on a compris, Mais merci. il y a quand même des bébés en plastique et des têtes de bébés en plastique. Enfin, sur les murs, il y a des bébés en plastique qui ont leur tête dans un sac poubelle, enfin dans des sacs plastiques. Et sinon, sur une étagère, il y a quand même une tête de mannequin, de bébé Oui, mannequin. mais c'est enfin. des accessoires, Oui, c'est bah, pour des effets oui, puis Puis spéciaux. il a un crâne humain sur son bureau, cet enculé. Il se donne rendez-vous dans un hangar, là où tournent ces films un petit peu extrêmes du futur BDSM++. Le futur. Le futur. Et non, je ne lancerai pas le générique de vous savez quoi. Et là, Nicolas Cage va se rendre compte à quel point ce personnage n'est pas fréquentable, puisqu'il tire dans son studio sur une cible qui est donc posée sur une énorme croix avec une arbalète, parce que pourquoi pas, fallait bien que lui J'aimerais donner te corriger, et c'est important quand même pour Corrige-moi. on va dire, c'est pour le symbole Très dans le thème. de ce que ça représente. Ce n'est pas une cible qui est posée sur une croix, c'est une croix qui est posée sur une cible. Et ça peut ne vouloir rien dire, et je peux faire de la surinterprétation, mais ça veut dire quelque chose. C'est un motif, c'est un symbole. Avoir posé une croix, la croix chrétienne sur une cible, et c'est pas pareil qu'une cible simplement sur une croix. Bref. Ça, pour expliquer aux gens, plutôt que la cible soit accrochée sur cette énorme croix, donc que la cible soit au premier plan et la croix derrière, là c'est l'inverse. On a d'abord la croix et la cible est attachée, mais dans le dos de la croix. Du coup, on voit la croix d'abord et la cible accrochée derrière. Ce qui rend déjà beaucoup plus difficile de tirer au centre, puisque on ne peut pas. En plus de ça, pour revenir au film, Nicolas Cage va se rendre compte qu'il n'est pas tout seul. Il n'est pas tout seul, Dino Velvet. Il est accompagné d'un mec qui se fait appeler Le machine. un tatouage sur la main. Un masque en vinyle cuir dégueulasse c'est la crampe quoi dans Pulp Fiction globalement voilà. Et on va avoir le droit à la surenchère de violence du coup ça va être menace, il va se faire menotter, désarmé et on va le menacer bien Enculé. comme il faut. Ah Non, non. pas encore. Ah, Et donc oui, il y a aussi le producteur de porno qu'on a envie d'apprécier. Non, je déconne. Voilà, on a Et, on a la Dream Team en fait. On a la Dream Ouais, Team on parfaite. a le trio magique, la Triforce. Zelda, Aussi. Ganondorf et Link. Ah, Et c'est dur ce que tu fais pour la pour Zelda. oui, parce que c'est pas du tout ça. Mais là, va-t-on rencontrer un personnage qu'on aurait peut-être déjà vu avant, au moins sa nuque? Va-t-on rencontrer un personnage peut-être qui a un lien avec Nicolas Cage? Il y avait un commanditaire en effet. Quoi? Tu veux me dire qu'il y avait une taupe? Je parie 20 balles sur l'avocat. Ouais, ben voilà, ouais pareil, je mets 10 balles sur l'avocat. Il vient. je sais pas, moi je préfère les pommes. Enfin, Il me fatigue. Ok, donc... oh la vache. Et c'était Et, bien l'avocat. C'était bien l'avocat, tout à fait, c'était bien l'avocat. donc, C'était bien l'avocat. l'avocat de la veuve du début, rappelez-vous, on en a parlé tout à l'heure. Oui. Le mec à lunettes, quoi. Et c'est chaud parce qu'il a une énorme moustache lui aussi, c'est incroyable. J'avais pas fait attention Oh là au premier là. visionnage. le Ah nombre bah, de les années moustaches qu'il y a dans ce 90, hein. film. il a une Les énorme moustache. Les années 90. Et là, Nicolas Cage va jouer du bagou, parce qu'il est quand même attaché sans armes avec à peu près 3 malades
et un avocat. Oui, donc Dino Velvet qui lui dit si jamais tu fais pas ce qu'on va te demander de faire, maintenant j'ai une photo de ta femme et de ta fille. Et il bouffe la photo de sa femme et de sa fille avant de la recracher. Parce que pourquoi pas. Ouais, et puis tu sais, limite, et puis après il la lèche, il la colle contre le mur. Oui, mais là, à ce niveau-là, on l'avait compris. Hein. D'ailleurs, retenez bien qu'il la lèche et qu'il la colle au mur, parce que il y a un petit détail après. Genre, quand Nicolas va s'enfuir, il va arracher Et la photo. Hein. Donc c'était de la bave vénère quand même. On sent qu'à mon avis, il n'y a pas que de la bave. Toi, il fait pas que filmer des films, Dino. Ah non. Il doit en bouffer de la bite, je te le dis. Et un truc qui se passe, c'est que Max California devait rentrer. Enfin, Nicolas lui avait dit casse-toi, rentre chez toi, on retravaillera ensemble. Sauf que bon, ils ne retravailleront pas ensemble parce que il est attaché à la croix et il se fait égorger par la machine. Parce qu'il fallait le buter à un moment donné, voilà quoi. Il a fait assez de temps de pellicule, c'est bon, on passe à autre chose. Bon, et du coup, ce qu'on lui demande simplement à Nicolas Cage, c'est de rendre le film pour faire disparaître le film, tout simplement. Et après, ils lui disent gentiment, et après, tout ira bien, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Voilà. Donc, Nicolas explique que l'avocat a empoché $1 million qui n'a pas été redistribué équitablement. Mais il y a deux trucs dans ce film qui me font que, ok, c'est la justification du pourquoi le mec ultra riche a commandé cette vidéo. Je peux en parler. S'il te plaît. Vivien, tu peux en parler. Yes. Je trouve que c'est une de mes répliques de film préférées. Bah explique En la gros. réplique, hein, parce Oui, que... non, en gros, Nicolas Cage, menacé d'une arme, en train de récupérer la vidéo dans son coffre, demande à Longdale, l'avocat, pourquoi le grand monsieur qui était super riche voulait cette vidéo. Genre, qu'est-ce que ça lui a apporté et genre, il part dans un monologue, tout ça, il s'énerve et tout ça. Et ensuite, l'avocat, il répond juste parce qu'il pouvait. Et je trouve ça incroyable. Et je m'en fous, ça peut paraître ridicule tout ça pour certaines personnes. Je trouve ce parce qu'il le pouvait. J'ai du mal à parler, je suis malade parce qu'il le pouvait. Je trouve ça super classe parce que ça définit exactement la pensée que tu peux avoir de cet homme riche. Ça, il résume exactement la pensée que tu peux avoir en tant que riche. Tu le peux, donc tu le fais. Et on n'aura pas d'autre justification que ça. Moi, j'aime bien cette justification, en fait, parce qu'on n'a pas besoin d'en apprendre énormément plus. Et d'ailleurs, lui-même n'a pas participé au film, le décédé, en fait, le propriétaire du film. Enfin, oui, le propriétaire du film, globalement, le riche. Si juste, il pouvait avoir ce genre de médias, bah, il en a consommé. Je trouve ça très intéressant, socialement parlant. Oui, et t'as donc cette première justification et une seconde qui arrivera plus tard et qui est dans la même veine. Là, on va aller un peu plus vite parce que on va rentrer dans l'acte 3. Dino meurt, l'avocat meurt, Max meurt, ça commence à faire beaucoup de morts. Il reste plus que le Et The Machine, The Machine est blessé. a mal au ventre. Et le producteur, il reste le producteur de... Et The Machine a mal au ventre, et c'est pas parce qu'il a envie de faire caca. Non, c'est parce qu'il s'est pris un coup de surin. Donc Cage s'enfuit. Il appelle sa femme pour lui dire en gros, bah non, pas en gros, casse-toi. Va te mettre à l'abri. Voilà, parce que bon, il sait qu'ils connaissent Parce qu'il a vu leur visage. Oui, aussi. Elle s'enfuit. Il y a embrouille avec sa femme. Il appelle celle qui lui avait donné le contrat. Il lui annonce que tout était réel. Elle décide de mettre fin à ses jours parce que je pense que la culpabilité était trop grande. C'est ça, elle pouvait pas vivre avec ça, sachant ça de son mari en fait. Puis bon, elle avait à peu près passé la moitié. Plus proche de la fin que du début. Mais donc Cage récupère une somme d'argent, tout simplement le contrat parce qu'il l'a mené à terme. Et là, acte 3, Cage, c'est plus le même homme. Non, on sent qu'il a vraiment été traumatisé. Hein. Il y a un truc qui s'est brisé en lui. Il a décidé de punir les méchants. Il a décidé de devenir le Ghost Rider. Il met son meilleur blouson en cuir noir, ses lunettes de soleil noir alors qu'il fait nuit pour conduire, c'est moins pratique. Il s'enflamme. Ah non, c'est un autre film, pardon, excusez-nous. On s'est trop avancé. Et là, il va choper le producteur. C'est le seul dont il connaît l'identité, l'adresse, etc. Il le chope. Et fun fact, il l'emmène où ? Là où a été tuée Marianne. Fun fact, j'aime bien que tu dises fun fact sur ça, c'est marrant. Oui, bah, faut bien qu'on apporte un peu de joie dans ce film. On le fait. Et il décide de lui éclater littéralement la gueule en lui demandant pourquoi
ils ont tué une gamine. Et pourquoi il a regardé aussi? C'est ça, parce que lui, le producteur est que spectateur. Oui. Lui, il a fourni la C'est ça. gamine en lui promettant monts et merveilles. Et c'est The Machine qui vraiment l'a violé et tué. Enfin, tué et violé dans cet ordre-là. Oui, bah il explique que c'est pour la thune. Pour le voyeurisme. Pour la Et thune il pour le explique en voyeurisme. plus que ça lui a donné envie de vomir. C'était vraiment pas quelque chose de très sympa à vivre. Mais il l'a fait, donc dans sa petite checklist, ça va. C'est intéressant de voir aussi les dilemmes moraux qui vont être que va devoir gérer Nicolas Cage à ce moment-là, parce que le producteur il l'emmène sur les lieux du meurtre de Marianne, il le ligote, il va pour le tuer, il le menace de son arme et le producteur a tout un laïus sur mais vas-y tue-moi blablabla avec ton arme qui enregistrera ton nom. En Du plus, coup, avec tu vas avoir des problèmes là globalement. où il lèche le canon et tout, je trouve ça un poil too much quand même. Oui, voilà. Après, le producteur va dans l'extrême. Ça devient une caricature parce que il commence à titiller avec le bout de sa langue le canon de Nicolas Cage. Bref, Nicolas Cage sort de la maison abandonnée, simplement où il a emmené le réalisateur, le producteur, pardon. Et il l'a pas tué encore. Et il y arrive pas. Et c'est là que se pose tout le problème moral en fait. C'est jusqu'où lui-même va pouvoir aller. Pour apporter vengeance et à quel point il va faire de l'empathie pour la maman, la décédée, etc. Finalement, il retourne voir le producteur et il le marave avec la crosse de son flingue. Comme ça, du coup, il n'y a pas de trace, c'est bon. Il y Ah, et aura pas puis de il le balle. marave bien. Et... Ah oui, il le tue, il le Et massacre. il à décide crosse. de cramer les effets personnels du producteur qui étaient plus ou moins que des trucs porno. Parce que bon, tant qu'à faire. Et là, il appelle différents hôpitaux de New York pour retrouver la machine qui a été blessée à l'abdomen. C'est pas un Pokémon ça, Topito? Et là, il il m'a fait perdre le fil. Et, Il cherche la machine, ah oui, il a différents hôpitaux. Il a retrouvé l'adresse de la machine qui vit avec sa maman. Oh, Boba. Et là, il va y avoir toute une scène de tension où il rentre dans la maison de la machine où la musique, enfin le vinyle. Alors, déjà, faut parler de la maman de The Machine, qui s'appelle George, son prénom, je crois. Sa maman est une personne très religieuse, puisque le moment où elle va quitter la maison et où Nicolas Cage va pouvoir obtenir vengeance pour Marianne, À la paroisse. elle prend le bus, elle va à la paroisse, et donc elle prend le bus de la paroisse, en disant à son fils qu'on ne voit pas encore sans son masque, du coup on ne le voit pas encore, en lui disant juste il est hors champ, et elle lui dit j'espère qu'un jour tu retourneras à l'église avec moi. Donc il y a d'un seul coup un gouffre encore qui se crée, et tu comprends plein problèmes, peut-être de potentiels problèmes de psyché de ce personnage-là, qui vont être démontés après dans son monologue de fin, où tu te dis ah ouais d'accord, c'est élevé par sa mère sûrement dans un milieu très pauvre, dans un milieu très très religieux, peut-être religieux trop un peu surcouvé, tu extrémiste. sais pas, tu vois, comme tu dis, peut-être qu'il a vécu un traumatisme dû à ce truc religieux. Vraiment, il y avait peut-être un truc à creuser. Je trouve ça plus intéressant que au final ce ne soit pas creusé. Oui, c'est pour ça que ça fait pour moi son monologue de fin dont on va arriver là. Et aussi intéressant que le coup du pourquoi il l'a fait, parce qu'il le pouvait. Et là, il va y avoir tout un moment de tension parce qu'il arrive à rentrer par la cave dans la maison. Nicolas Cage il y a rentre dans la maison. Là où sa mère est partie, donc il n'y a plus que Georges. Et il va y avoir de la musique ultra forte. Et à un moment donné, ça va s'arrêter, donc il va y avoir que le vinyle qui joue. Enfin, le vinyle s'arrête en fait, c'est la fin de la phase du vinyle, et c'est le diamant qui ne revient pas en fait, qui vient pas, le bras du diamant se lève pas, et on entend le crépitement du vinyle et le diamant qui bute sur la fin du. Là, Nicolas cherche. Il est au premier étage, il redescend. Hop, la musique redémarre. Aurait-il mal regardé sur le premier étage ? Je pense. Là, il va rencontrer. Non, je pense que Georges a fait un effet Michel Meyer, parce que Nicolas Cage a regardé dans toutes les pièces de l'étage. Et puis même, le Georges, c'est pas le petit gars discret, quoi. C'est le gros gars de 2 mètres qui doit peser 150 kilos et qui a réussi, alors que Nicolas Cage descend de 2 marches dans l'escalier, à aller dans sa chambre, rallumer Et ça, le c'est un truc et à que retourner j'arrive pas à là savoir où il était comment caché. il a fait pour Mais savoir que Nico était là. pareil, il n'y a pas de raison. En fait, il faut vraiment s'imaginer cette scène hors du... Enfin, genre, cette scène, c'est vraiment une scène non plus de film noir, non plus de thriller. C'est vraiment une scène de film d'horreur. C'est une scène d'épouvante. Et c'est comme ça qu'il faut la lire. Et je pense que même si elle sort un peu du réalisme dans lequel on est plongé depuis le début, elle
permet d'amplifier en fait la monstruosité et au final la non-monstruosité justement de Machine. Parce que du coup là il est encore plus montré comme un monstre. Et c'est ce qu'on apprendra après, c'est pas un monstre le type. Genre on s'attend à voir un Michel Meyer, on s'attend à voir un Jason Voorhees, on s'attend à tout ça. Va y avoir bagarre. Oui, là, c'est de la vraie bagarre, là. Attention, Il on tombe rigole de, pas. enfin, C'est de la bagarre. ouais, il ouais. passe du premier étage, il tombe et très drôle, ils sont dans un cimetière. Bagarre. Nicolas va mettre un coup critique à George et Nicolas va lui demander aussi pourquoi. Et non, je crois qu'il lui demande même pas, c'est l'autre qui parle tout seul et qui dit bah j'ai eu une vie heureuse, j'ai pas vécu de sévices quand j'étais jeune. Là, c'est parce qu'il lui demande d'enlever son masque à la base. Et genre, quand il enlève son masque, Nicolas, il est choqué parce qu'il s'attendait vraiment à voir un monstre en fait, comme il dit. Alors que c'était un Et lui, nounours. il dit, bah, tu croyais voir un monstre. Et genre, il met ses lunettes toutes mignonnes, c'est un gros nounours. Et puis il dit, j'ai pas eu de problème d'enfance, j'ai pas été battu, j'ai pas été maltraité, j'ai pas été abusé. Ouais, parce J'ai que juste j'aime fait ça. Et parce ça, que c'est je le voulais. fou, je trouve, que la justification du pourquoi t'es devenu monstrueux, c'est juste que bah, j'avais envie d'essayer, j'ai kiffé, puis maintenant je continue. J'ai pas de background qui fait que ça devait m'amener à ça. Voilà, il partait pas avec un C'est ça. bagage comme on s'imagine ou comme dans les théories des tueurs psychopathes ou des serial killers. Souvent, on voit qu'il y a Genre quand en même série, des schémas récurrents qui reviennent, une maltraitance en étant enfant, des choses comme ça. Lui, non, en fait. Lui, pas du tout. Ce qui le rend encore plus dangereux, finalement. C'est ça, et ça fait notre troisième justification, ça va être aussi la dernière justification en fait de ce style-là. Et genre, pour rappel, les trois justifications, c'est je peux, je le fais parce que c'est comme ça, et je le veux. Et je trouve, enfin, quand je parlais de sociologie, tout ça, je trouve ça incroyable parce que c'est vraiment ce qu'est l'homme, quoi. C'est. Enfin, je sais pas, moi ça me touche beaucoup en fait. Ces trois personnages monstrueux me Oui, ils touchent sont beaucoup. déviants parce que la société les classe comme déviants, mais dans leur référentiel à eux, ils ne sont pas déviants. C'est peut-être nous qui sommes déviants. Non, c'est Même juste si, normal. en tout cas, pour The Machine, on a bien compris qu'il était conscient qu'il ne rentrait pas dans la norme. Oui, Mais ça n'empêche pas de le faire quand même. c'est ça. Et dernière scène, on voit Nico qui est rentré chez lui. Ça a l'air d'aller mieux avec sa femme et sa fille. Il reçoit une lettre de la maman de Marianne parce qu'il lui avait tout dit. Il lui avait dit en fait qu'elle était morte, voilà. Et elle lui envoie un message le remerciant parce que maintenant elle a au moins des réponses et le film se finit sous une note plutôt joyeuse, on va dire. Oui, parce qu'elle a accès. Elle était très en colère. Oui. Elle lui dit dans la lettre qu'elle était très en colère qu'il lui ait dit que Marianne était morte parce qu'elle avait il a brisé l'espoir qu'elle avait C'est ça. de la Mais retrouver elle a un pu jour. faire son deuil. Elle a pu faire son deuil, l'accepter. Au final, ça lui a permis de repartir sur quelque chose et de se reconstruire. Exactement. Et c'est comme ça que se finit 8 mm. Place aux conclusions. Vivien, Conclusion. conclusion. Alors, conclusion. Moi j'aime beaucoup ce film. Je vous avoue que l'imagerie ne m'intéresse pas tant que ça, parce qu'elle est souvent répétitive et elle est pas très. C'est pas qu'elle est pas jolie, c'est juste qu'elle est un peu brouillonne, je trouve. Donc je vais pas parler de technicité, je vais vraiment parler du scénario et encore une fois de cette dernière partie de film que je trouve incroyable humainement. Les trois justifications, enfin c'est vraiment. C'est presque un. J'ai envie de dire, c'est presque comment dire, un dicton, un phasage, non, un quoi? Je sais plus, bref. Un adage. Un adage, voilà. Bref, ça me touche beaucoup. Et je pense que c'est en grande partie pour ça que j'aime le film, parce que ces trois répliques et surtout le monologue, enfin la tirade de Machine à la fin sont incroyables. C'est des choses qui me touchent beaucoup. Et rien qu'avec ça, en fait, ça me fait aimer tout le reste du film, que je trouve quand même très bon. Donc on a beau avoir un petit peu des acteurs qui cabotinent, enfin j'ai envie de dire c'est Nicolas Cage, qu'est-ce que tu t'attends à quoi? Mais voilà, c'est un film que j'aime beaucoup et je ne comprends pas comment il a pu être aussi mal critiqué, surtout dans son. Je pense dans qu'il est son arrivé époque, un peu quoi. tard. Aujourd'hui, je comprends, mais ouais, un peu tard, mais encore plus aujourd'hui. Enfin, je pense que vous allez en parler, mais euh, dans le film, le snuff movie est pris comme un mythe, genre comme une légende. Aujourd'hui, il n'y a plus de mythe.
c'est Internet, t'as tout ce que Oui, tu mais veux dessus, Internet, tu le c'était sais. pas encore ce Que que tu c'est le devenu regardes aujourd'hui pas, à tu l'époque le du sais. film, c'est ça. C'est ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le film a sûrement beaucoup vieilli, en fait, sur ce message-là. Mais sur tout le reste, je trouve que ce film est à réfléchir et te donne à réflexion. Merci Vivien. Olivier. Conclusion, c'est un film très agréable malgré le sujet qu'il aborde. Ça n'a pas été évident finalement je vais digresser deux secondes, de faire cet épisode parce que pas facile d'en parler, d'arriver à trouver des mots qui soient pas trop, enfin qui matchent avec ce que veut dire le film. Mais c'est un film qui est qui est très humain. Parce que c'est des comportements déviants qu'on va suivre, en tout cas pour les personnages secondaires. Comme a dit Vivien, bon, Nicolas Cage, il fait du Nicolas Cage quand même. Donc si vous êtes à l'aise avec ça, voilà, il cabotine beaucoup. Il y a énormément de surjeux des fois, mais on sait, on tolère, c'est comme ça. Hein, c'est vraiment pas le plus dérangeant. L'étalonnage, je trouve que du film est globalement très intéressant. Le traitement des couleurs est vraiment bien fait. Enfin. Il n'y a rien qui jure vraiment. Alors oui, on a parlé du filtre orange et très rapidement du filtre bleu, mais ça c'est des classiques qui permettent de situer une action alors qu'elle n'a pas du tout été tournée à l'endroit où c'est censé se passer par exemple. À part ça, il est très ancré dans son époque par contre. Il n'a pas mal vieilli parce que l'image et les intentions de réalisation sont bonnes. Du coup, il a encore une belle longévité, je pense, derrière lui, avant qu'il devienne vraiment trop banal et cliché. Et c'est essentiellement dû à l'image. Par contre, il y a beaucoup de technologies qui sont utilisées dedans par Nicolas Cage sur la numérisation de photos, de films, etc. Et là, pour le coup, bah oui, on est clairement dans une époque révolue depuis très longtemps. Mais à part ça, à part 2-3 petits soucis, pour moi en tout cas, sur la gestion de son couple, parce qu'il s'engueule avec sa femme, il se réconcilie. Je trouve que le couple, finalement, on veut donner une image d'un couple qui fonctionne bien, et finalement, je trouve qu'il fonctionne pas si bien que ça, sauf à la fin. Mais à part ça, si ce genre de message vous choque pas, allez-y. Il n'y a pas d'image ultra violente, c'est pas un film ni gore, ni torture porn, ou voilà. Il y a un plan bit dans tout le film qui est très, très furtif. Mais sinon, allez-y, c'est bien. Merci Olivier. Et toi, Kevin, ta conclusion? Comme l'a dit Olivier, c'est un film très ancré dans son époque. Donc les problématiques enfin, la façon dont il est conté et raconté et ce sur quoi ça parle ne sont plus d'actualité. Je veux dire, il n'y a plus personne qui cherche des VHS ou ce genre de trucs. Aujourd'hui, Internet, c'est bien plus démocratisé. Donc, faut vraiment être conscient de ça quand on le regarde. Je l'avais... dans mes souvenirs, il était quand même mieux. Mais je l'avais vu très jeune et donc je pense que ça m'avait bien marqué. Mais c'est un film que j'ai pris plaisir à revoir. J'ai vraiment... tout ne fonctionne pas, mais c'est 2 heures qui passent très bien. Moi j'adore Nicolas Cage, donc même s'il cabotine ou il surjoue un peu, ça fait partie du personnage, donc moi il n'y a pas de souci, j'aime ça. Donc je conseille ce film. Vraiment, si vous aimez un peu les thrillers, les films un peu sombres, vous pouvez y aller les yeux fermés, mais ouvrez-les quand même pour le regarder. Ah, j'ai compris. Et voilà, donc moi vraiment c'était un agréable moment. J'avais un peu peur parce que ça faisait longtemps que celui-ci était dans les cartons. Et on s'était toujours dit, on sait pas comment on va l'aborder, on sait pas ceci, on sait pas ça, parce que ça reste le propos est très dur. Et je pense que ça se sentira dans Oui, la version finale. Oui, Il n'était pas facile à non, aborder. et puis ça va se sentir. Je pense que certains vont sûrement nous faire la remarque. Il y a beaucoup moins de déconnades que sur d'autres trucs parce que le film s'y prête un peu moins. Après, on va pas forcer les blagues pour faire des blagues, ça sert à rien. Et puis surtout, nos blagues arrivent quand elles arrivent. Et voilà, donc c'était notre avis sur 8 mm. Pardon. Allez le voir. Il pue sur les plateformes. Non, c'est dommage, il était sur Netflix il y a encore peu. Mais il n'y est plus. Heureusement, j'avais le DVD et du coup j'ai pu le prêter à mes c'est pour ça qu'on s'est vu hier d'ailleurs. Mes copains pour qu'ils puissent le voir. Et c'était donc le 2e épisode où j'enregistrais. Le prochain sera celui de Vivien. Et quel film j'ai choisi pour lui? C'est un super film. Vas-y, dis-moi comme ça, je pourrais aller lui dire rapidement. Il va être. C'est Jurassic
World. Ah, je sais. Il va pas être très content au On final. va avoir plein de trucs à dire dessus. Vivien Jurassic World. Mais viens. Ouais. Ouais. Ah, tu l'as enfermé dans sa cage. Ah ouais, non, mais ça va pas être facile, hein. Ah d'accord, il joue un Ouais, personnage. attends, laisse-le. Ok, Non, c'est je suis vite de intéressant. manger les câbles, s'il te plaît. Donc du coup, Jurassic World, il a dit non. Mais je m'en bats les couilles. Bon, on s'en bat les couilles. Ok, donc la semaine prochaine, Jurassic World. Et je serai présentateur, et vous inquiétez pas, je serai en forme parce qu'aujourd'hui, voilà, le film était pas facile, on l'a dit. Faire des blagues sur la pédopornographie, sur le meurtre et tout ça mis ensemble l'un dans l'autre, c'est pas facile, mais on y arrive. Ok, je pense qu'il est temps de finir, de clôturer cet épisode. C'était un réel plaisir d'enregistrer avec moi et vous. Et semaine prochaine, on aura Jurassic World. Non, c'est pas le bon, ils ont refait le thème pour Jurassic World et c'est de la merde. Mais déjà, mais même mon thème, c'était pas le bon, donc. Si, c'était le bon, c'était du John Williams, c'était le bon. Recommence. Bon, on s'en fout, on y va emmener. Et moi du coup, je vais y aller parce que c'est piscine. Dans tous les cas, la semaine prochaine, on est à d'autres dinos et on va faire la fête. Eh, Dino Velvet. Dino Rider, ça va être trop bien. C'est-à-dire qu'on va faire du porno sur le dos de Dino. Ok, je crois que lui veut coupe ton micro directement. Likez, commentez, partagez, activez la cloche, faites des bisous à ceux que vous aimez, parlez pas à ceux que vous aimez pas. Mais en tout cas, parlez de nous autour de vous, ça fait toujours plaisir à nous. Et Ça y est, mes voilà. anxiolytiques feront effet en fait. Allez, Bisous. Constantine.